Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que nous sommes dans cet après-midi consacré à la jeunesse pour cette ref thématique du MEDEF. Nous allons accueillir maintenant quelqu'un dont il a été un petit peu question tout à l'heure. On a évoqué la question des grandes écoles. Je vais appeler à me rejoindre en distanciel Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour Mathias, vous nous entendez? Oui, je vous entends, vous m'entendez? Parfait. Merci à vous d'être parmi nous cet après-midi. Alors, Mathias Vichra, on a énormément parlé depuis le début de cet après-midi autour de plein de débats qu'on a pu avoir tous ensemble de la relation au travail, de flexibilité, de peut-être une génération qui était moins prête au sacrifice que ses prédécesseurs. Est-ce que vous avez vous-même le sentiment, en tant que directeur d'une institution comme celle de Sciences Po Paris, qu'il y a une distanciation aujourd'hui entre la jeunesse et le monde du travail? Comment cette jeunesse se situe par rapport au travail? Je ne vais pas être le porte-voix de la jeunesse parce que moi je suis simplement directeur d'une institution, mais c'est vrai que toutes les discussions que je peux avoir avec les étudiants, avec les enseignants, me permettent de dire d'abord qu'il faut se garder des clichés. Il faut se garder des clichés dans le sens où l'engagement qui peut être celui des étudiants dans le monde du travail, en fait, est un engagement qui est reconfiguré. Il faut simplement changer la perception, il faut changer d'une certaine manière l'espèce de focale qu'on peut avoir pour apprécier le rapport au travail des étudiantes et des étudiants. Si je prends Sciences Po notamment, et les interactions que j'ai pu avoir, j'ai moi-même été en entreprise chez Danone et j'ai accueilli pas mal d'apprentis, c'est d'abord qu'il y a une relation à la hiérarchie qui a changé. On sent que le simple principe de décision ou le primat hiérarchique est questionné et qu'il vaut mieux embarquer et convaincre que simplement décider de manière discrétionnaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a un rapport au management aussi que je trouve transformé dans le sens où j'ai l'impression que cette génération attend plus des coachs que des chefs. Et ça change effectivement le rapport à l'entreprise, à l'administration, à l'organisation et le rapport à la gouvernance. En ce qui concerne le travail, je crois surtout qu'il y a un besoin de sens et que ça concerne Sciences Po, mais aussi d'autres écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Quand on demandait quelle était la première motivation pour rejoindre une structure, une entreprise, une organisation, le salaire n'arrive plus en premier et que la question du sens est vraiment un élément fondamental. Le sens voulant dire aussi le fait d'une forme d'intolérance aux dissonances, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a dans sa communication ou dans ses valeurs affichées toute une série de propos avec des actions qui ne sont pas en conformité, je pense qu'il y a une plus grande intolérance aujourd'hui de cette génération que des générations d'avant, et je pense notamment à la mienne, et que ça reconfigure effectivement aussi l'impératif pour les entreprises d'être cohérentes et d'aller traquer les dissonances entre les messages et les actions. Donc je pense que en réalité, dire que c'est une génération qui ne veut plus travailler ou qui considère que la valeur travail doit être remisée au bénéfice d'autres types de valeurs est faux. Il peut y avoir des tentations de bifurcation si effectivement le monde du travail ne correspond pas, notamment en termes de valeurs, mais il peut y avoir aussi en fait une reconfiguration à laquelle en fait le monde économique va devoir s'adapter parce que la guerre des talents se fera aussi sur la question du sens et sur la question de l'engagement et de l'impact. Alors, vous parlez de guerre économique. Il y a environ 15 000 étudiants hein, à Sciences Po, tout compris. Hein, 70%, je crois, d'entre eux entrent à la sortie du diplôme dans le secteur privé. Qu'est-ce qui vous distingue d'une business school, je dirais, traditionnelle? Bah, j'allais dire tout, en fait. D'abord, on est à la fois une école d'application, dans le sens où on a en master des écoles d'application. On a l'école de journalisme, l'école de droit, l'école de management et de l'impact, l'école d'affaires publiques, et on est dans une logique de spécialisation professionnelle. Mais on ne souhaite pas marcher sur une seule jambe. Les outils et la technique ne suffisent plus, y compris quand vous travaillez dans le privé. Et donc, la deuxième jambe, c'est en fait une culture interdisciplinaire en sciences humaines et sociales extrêmement approfondie. On considère que l'on soit journaliste, que l'on soit dans une entreprise, dans l'administration, dans une association, dans une organisation internationale, qu'il faut évidemment connaître des techniques professionnelles, une expertise professionnelle du métier, mais aussi avoir des connaissances en histoire, en droit, en économie, en relations internationales, et que ça, ce n'est pas du vernis,
c'est aussi une manière de comprendre le monde et d'une certaine manière d'être plus efficace, y compris sur le plan du business. Et ça, je pense que ça distingue Sciences Po non seulement des business schools, mais plus largement de toute une série d'éventails de formations. Je ne vais pas vous dire l'inverse, je suis le VRP de ma propre école, mais en tout état de cause, je pense que ça, c'est vraiment un principe distinctif de Sciences Po et depuis l'origine. On parle de plus en plus de soft skills, c'est un mot qu'on n'a peut-être pas encore utilisé depuis le début de nos débats aujourd'hui. Ces compétences transverses, ce savoir-être, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'acquérir et est-ce que une école comme Sciences Po est pourvoyeuse de, entre guillemets, soft skills? Alors, la première chose, c'est qu'à l'entrée à Sciences Po, évidemment, on recherche les meilleurs, puisqu'on a 97% de mentions très bien au bac. En même temps, on a une ouverture sociale, parce qu'on a 30% de boursiers et 50% d'internationaux. Mais dans les critères d'évaluation, on a les notes. La moyenne générale, en gros, est de 17,5 pour rentrer à Sciences Po, donc on cherche les meilleurs. Mais on a aussi des éléments sur les soft skills, c'est-à-dire l'appréciation d'une forme d'engagement, d'un rapport à la société et de toute une série de hobbies même que l'on regarde parce qu'on considère que ça peut faire partie de la personnalité du candidat. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un élément vraiment très important. La deuxième chose, c'est que vous avez raison, au cours de la scolarité, nous souhaitons développer ce que les cabinets de recrutement appellent les soft skills, ce qui concerne en réalité, par exemple, le fait que dans les 2 premières années, on a un parcours civique qui est obligatoire pour tous les étudiants et qui permet d'être dans une association de solidarité ou dans le domaine de l'économie sociale et solidaire au contact des publics. Et donc, tous les étudiants font cela. On développe aussi les soft skills parce que d'une certaine manière, à Sciences Po, c'est pas que de l'étude, c'est aussi une expérience. Il y a 300 associations diverses et donc vous avez aussi la possibilité, avec le tissu associatif, l'engagement général, on a 40% de nos étudiants qui sont dans des associations de solidarité ou humanitaires, de développer tout cela. Donc oui, je pense que demain, sur le marché du travail, il y a évidemment les lignes sur le CV, il y a évidemment le diplôme, mais il y a aussi ces éléments plus subjectifs, qualitatifs, plus liés à l'extra-professionnel qui, je pense, font qu'on peut davantage apprécier un candidat à un poste. Et je pense que de plus en plus, pour en avoir parlé à plein de collègues dans les ressources humaines, c'est un élément important d'évaluation. Et donc, effectivement, nous formons aussi, d'une certaine manière, aux soft skills. Est-ce que c'est des méthodes de recrutement qui peuvent inspirer des entreprises qui précisément sont plongées dans cette fameuse guerre des talents à la recherche toujours de profils très singuliers? De toute façon, il y a un élément vraiment qu'il faut se dire, c'est que quand on se disait que le sens était un des critères prioritaires avant même le salaire en sortie d'école, c'est que la guerre des talents, elle va se jouer beaucoup sur la capacité des entreprises à avoir de l'impact et pour conserver, pour ne pas avoir trop de turnover, pour conserver les salariés, à ce que cet impact soit réel. Et je crois effectivement que cet élément-là est primordial et que d'une certaine manière, la transformation des entreprises passera aussi par les directions des ressources humaines. Parce que la guerre des talents va beaucoup se jouer là-dessus. Va beaucoup se jouer là-dessus. Et c'est vrai pour Sciences Po et pour en discuter avec mon collègue directeur d'HEC, c'est vrai à HEC, c'est vrai dans toute une série d'autres écoles, ça va reconfigurer, je pense, aussi les choses en termes de guerre des talents. Après, sur les soft skills, je sais, pour en avoir parlé dans des entreprises ou avec des cabinets de recrutement, qu'ils prennent déjà en compte, évidemment, ces éléments et que ça participe aussi de l'appréciation générale d'un candidat à un poste. Alors, il y a une question, pardon, Mathias Vichra, que je ne peux pas Oui, ne pas vous poser. Vous me voyez venir, évidemment. ça On commence par un accuse. W. Alors, on peut parler effectivement de wokisme, mais on accuse aussi votre école d'être finalement génératrice d'une nouvelle génération de gauche, voire d'extrême gauche. Hein, il y a eu quelques articles retentissants récemment qui ont dit globalement que vous étiez une usine à produire des gauchistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors d'abord, évidemment, comme beaucoup de propos médiatiques, ça demande à être réévalué et à prendre en compte l'effet de loupe de certains faits qui sont détachés de leur contexte et qui peuvent être généralisés. Bon, passer Euh, cet attendu. donc, passer cet attendu, la première chose, c'est que en sciences humaines et sociales, dans toutes les universités de sciences humaines et sociales, dans tous les Sciences Po de Paris et de région, il y a une majorité d'étudiants qui sont à gauche. C'est comme ça. C'est comme ça. C'était le cas déjà dans les années 70 en fac de lettres, en fac de philo. Donc les matières euh, sont et accompagnent d'une certaine manière un positionnement politique. Est-ce que ce positionnement politique durera année après année? Ça, je ne le sais pas. Parce qu'on a vu des positionnements politiques très radicaux qui pouvaient après, dans les carrières professionnelles, bouger. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'importe surtout, c'est le pluralisme. C'est de faire en sorte que toutes les idées,
toutes les opinions puissent s'exprimer à Sciences Po. Et c'est ce que je souhaite faire, notamment à travers le recrutement des enseignants, à travers les initiatives étudiantes. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du débat. Et quand vous parlez de cette étude que j'avais moi-même commandée, Une jeunesse engagée, et qui rappelle les différentes valeurs politiques à Sciences Po, ce qui est très important, c'est que 90% des étudiants considèrent que la tolérance à l'égard des idées contraires aux leurs est une valeur fondamentale. Et c'est ce sur quoi nous souhaitons travailler. Qu'il y ait une majorité d'étudiants qui sont à gauche, c'était déjà le cas il y a 20 ans. Je trouve que l'offre politique n'est plus la même. On avait en gros le PS il y a 20 ans et on a aujourd'hui la LFI dans le vote utile qu'on a constaté pour l'ensemble de cette jeunesse éduquée à l'université. Le vote pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour a été très important dans toutes ces universités de sciences humaines et sociales et dans toutes ces écoles, et même dans les écoles de commerce. Je peux vous dire que les chiffres étaient aussi très importants pour quelques collègues qui ont pu en parler. Passer ça, ce qui compte, c'est le pluralisme et le débat. Moi, je ne souhaite pas que Sciences Po soit dans une espèce d'endogamie culturelle ou idéologique. Je souhaite que toutes les idées puissent s'exprimer. Et ça peut même aller jusqu'à un exemple que je vais vous donner. Il y a eu une association Reconquête pendant que la campagne présidentielle pour Éric Zemmour, et l'association Reconquête a été créée à Sciences Po. Des organisations m'ont demandé de pouvoir dissoudre cette association. J'ai refusé parce que ça participait du débat au sein de Sciences Po. De la même manière que pendant la présidentielle, tous les candidats ont été invités par des associations. J'ai refusé que certains candidats ne viennent pas. J'avais simplement imposé une chose, c'est qu'il y a un contradictoire scientifique pour tous les candidats, parce que Sciences Po est un lieu du savoir et pas une salle de meeting. J'ai une dernière toute petite question, même si le temps, encore une fois, nous est compté et j'en suis bien désolé. On parle souvent, et de plus en plus d'ailleurs, d'entreprise politique. Pascal Démurger, le patron de la Maïf, en avait parlé. L'entreprise elle-même est de plus en plus poreuse aux grands enjeux sociaux et sociétaux de la vie contemporaine. Et est-ce que avoir fait Sciences Po est peut-être un petit plus? Comme quoi, vous avez vu, je redeviens sympa dans mes questions. Ouais. Merci de me tendre la perche. Évidemment, c'est un plus. Avec plaisir. Je pense qu'il y a eu 3 moments de l'entreprise et que les États-Unis nous offrent d'une manière en accéléré et en prospective ce qui pourrait arriver aussi au sein des entreprises françaises. On a eu évidemment l'engagement social sur des grands combats sociaux, sur des clauses sociales et sur la dimension sociale. On a maintenant la dimension environnementale, évidemment, qui concerne toutes les entreprises à des degrés divers, avec des niveaux d'investissement divers, etc. La partie sociétale, c'est-à-dire les questions de société, les grands débats de société qui clivent pour le coup, parce que le social et l'environnemental ne clivent plus vraiment aujourd'hui. On n'est pas, sauf de manière résiduelle, avec des climato-sceptiques et autres, mais on n'est pas sur des propositions qui clivent. En revanche, le niveau sociétal, c'est-à-dire par exemple Black Lives Matter aux États-Unis, toute une série de réflexions qui relèvent d'une dimension sociétale, le droit à l'avortement ou toute une série de sujets, je pense que les entreprises vont être de plus en plus amenées à devoir se positionner. Parce que même s'il y a un risque de cliver au sein des clients, je pense que les entreprises vont être amenées de plus en plus à devoir, alors ça dépend de leur activité, mais pour beaucoup d'entre elles, à devoir se prononcer sur des sujets de société et des débats de société, et qu'en tout cas, leurs clients vont les y amener. Et que notamment cette nouvelle génération de clients va les y amener. Et évidemment, et pardon de faire la pub de Sciences Po, évidemment, à Sciences Po, vous êtes formé à la fois sur des sujets de société, des sujets économiques, des sujets de relations internationales, vous avez une expérience associative et d'engagement forte dans l'institution, et donc effectivement, quand vous allez dans le privé, puisque 70% de nos étudiantes et nos étudiants vont dans le privé, vous êtes davantage armés à faire face à ce défi sociétal qui, encore une fois, suit le défi social et le défi environnemental. Merci beaucoup Mathias Vichra, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, merci encore. Merci à vous. Alors la transition est précisément toute trouvée, l'entreprise peut-elle être le lieu de l'impact? On se retrouve dans quelques instants avec nos invités pour en parler, merci.